Alors bonjour à toutes et tous, ravi d'être parmi vous ce matin. Mes chers collègues, l'ordre du jour de notre réunion appelle l'examen du rapport d'information portant observation sur le projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergie renouvelable présenté par Madame Liliana Tanguy. Notre collègue a réalisé dans un temps très court un rapport très complet, précis et documenté. Une mine d'informations sur ce sujet d'importance majeure. Je lui laisse sans tarder la parole. Liliana. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, c'est avec un grand plaisir que je vous présente aujourd'hui les conclusions de ce premier rapport portant observation sur un projet de loi. Et je salue en effet l'initiative de notre Président de se saisir autant que possible des outils dont nous disposons pour faire vivre cette commission des affaires européennes. Alors, au-delà de l'avis de la Commission, de tels rapports portant observation permettent aussi d'apporter en séance un éclairage européen à nos collègues, ce dont je me réjouis. Alors, inscrire le débat que nous avons ici à l'Assemblée nationale dans un cadre plus large, européen, est, je crois, tout à fait bénéfique. Et ceci est particulièrement vrai en matière d'énergie, et c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, le projet de loi sur lequel nous nous sommes penchés est le projet de loi relatif à l'accélération de la production d'énergie renouvelable, dont l'examen en séance publique débutera lundi prochain. Comme son nom l'indique, ce projet de loi vise à accélérer la production d'énergie produite à partir de sources renouvelables sur notre territoire. Et pourquoi une telle accélération est-elle nécessaire ? La première raison est que nous le savons tous, il est impératif de réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour respecter nos engagements climatiques pris dans le cadre de l'accord de Paris. Or, l'utilisation de l'énergie est la première source d'émissions en France. Elle représente de fait 70% des émissions. Dès lors, produire une énergie plus verte est une nécessité si nous voulons réduire de façon significative nos émissions de gaz à effet de serre, et cela passe par un déploiement massif des énergies renouvelables. La deuxième raison pour laquelle nous devons accélérer ce déploiement est qu'il nous permettra de renforcer notre indépendance énergétique et donc notre souveraineté nationale. Cela est d'autant plus vrai depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. La volonté de se priver des importations de gaz russe a souligné notre vulnérabilité en matière d'approvisionnement, en France et en Europe. Or, là encore, les énergies renouvelables apportent une réponse, car l'énergie ainsi produite est une énergie produite sur notre territoire, à l'abri des tensions géopolitiques et des fluctuations de prix. Car, et c'est là la troisième raison, à l'heure où le pouvoir d'achat de nos concitoyens est rongé par l'inflation et par la hausse brutale des prix de l'énergie, l'accélération de la production d'énergie renouvelable doit permettre de fournir une énergie moins chère à nos citoyens et à nos entreprises. Et les chiffres publiés récemment indiquent que l'inflation sur un an s'est élevée à 6,2% dans notre pays. Et donc, dans ce contexte, il est absolument indispensable d'agir sur tous les leviers dont nous disposons pour améliorer le pouvoir d'achat de nos citoyens et la compétitivité de nos entreprises. Et réduire le coût de l'énergie grâce au recours aux énergies renouvelables en est un. Et c'est ce narratif que nous devons diffuser auprès de nos citoyens. Les énergies renouvelables nous donnent accès à une énergie plus propre, moins chère, et leur déploiement permet de renforcer notre souveraineté. Accélérer cette production, c'est aussi, et c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement au sein de notre commission, nécessaire pour tenir nos objectifs européens. L'Europe se veut en effet ambitieuse à ce sujet. Le pacte vert sur la neutralité carbone à l'horizon 2050. Une telle neutralité ne saurait être atteinte sans un puissant coup d'accélérateur en matière d'énergie renouvelable. Cela est d'autant plus vrai en France, alors que notre pays est le seul État membre à ne pas avoir atteint l'objectif qui lui a été fixé
pour 2020 en matière de part d'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie. Alors que nous visions une part de 23% d'énergie renouvelable, nous dépassions tout juste 19% contre 22,1% en moyenne dans l'Union européenne. Et donc, un an plus tard, en 2021, et ce sont les derniers chiffres dont nous disposons, cette part s'élevait à 19,3%. Donc, ce projet de loi doit ainsi nous permettre d'être plus en phase avec nos partenaires. Il s'inscrit de fait parfaitement dans le momentum européen actuel, puisque une proposition de règlement d'urgence présentée par la Commission et examinée en novembre par le Conseil comporte des mesures similaires en matière de simplification administrative. Ce règlement d'urgence, qui doit être adopté lors du prochain Conseil extraordinaire sur l'énergie, qui doit permettre un développement accéléré des énergies renouvelables en Europe, en attendant la révision de la directive sur les énergies renouvelables qui devrait intervenir en 2023. Cette directive devrait rehausser les objectifs européens pour viser une part de 40 à 45% d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie dans l'Union en 2030. Alors, dans ce contexte, si ce projet de loi apporte des réponses bienvenues pour nous permettre d'accélérer la production d'énergie renouvelable, nous devons veiller à poursuivre nos efforts pour respecter ces futurs objectifs. C'est en ce sens que j'ai formulé plusieurs recommandations au sein de ce rapport, et l'une d'entre elles est de favoriser le développement d'autres énergies renouvelables que les seules ciblées dans le projet de loi, comme les pompes à chaleur. Une autre piste serait d'identifier des zones dites propices dans lesquelles l'installation de production d'énergie renouvelable serait facilitée, car les autorités auraient vérifié auparavant la compatibilité de telles installations avec l'environnement local et les exigences environnementales. Et j'ai d'ailleurs proposé plusieurs amendements à ce sujet dans le cadre de l'examen qui aura lieu en séance la semaine prochaine. Enfin, pour permettre un développement vraiment massif des énergies renouvelables, il est indispensable de renforcer l'acceptabilité de nos citoyens à ce sujet. C'est un enjeu fondamental. Et pour ce faire, il pourrait être utile de disposer d'éléments de comparaison pour savoir comment d'autres États européens plus avancés sur ce sujet ont réussi à faire accepter à leur population de tels projets. Voilà brièvement les quelques éléments que je souhaitais partager avec vous ce matin, chers collègues, et en espérant qu'ils vous permettront de mieux appréhender ce projet de loi dans un contexte européen. Et je tiens à remercier notre administrateur Florent Aujat pour son excellent travail, ainsi que Ljubia, notre stagiaire, qui a également contribué à nos travaux. Je vous remercie. Merci Madame Tanguy. Vu les aléas des transports aujourd'hui, je vais me permettre de commencer par les questions des orateurs de groupe. Et je commence donc personnellement par le groupe Renaissance. Alors, chers collègues, chère Liliana, au nom des députés du groupe Renaissance, je tiens à vous remercier pour la qualité du travail effectué, tant pour le nombre d'auditions conduites que par la profondeur du rapport. Nous le savons, nos objectifs climatiques européens et français sont ambitieux car le sujet est considérable. En ayant pour volonté d'atteindre la souveraineté énergétique, nous devons nous doter de moyens conséquents et accélérer la production d'énergie renouvelable pour atteindre la neutralité carbone en 2050, vous l'avez souligné. L'objectif de l'État est clair. Faire de notre pays le premier grand pays industrialisé à sortir des énergies fossiles, qui représente aujourd'hui 2/3 de notre consommation énergétique. Ce projet de loi, relatif à l'accélération de la production d'ENR, nous donne les moyens de nos ambitions. Il facilitera la construction d'infrastructures de production sur notre territoire, permettant ainsi à notre pays de disposer d'une énergie décarbonée, produite localement et compétitive. À l'échelle européenne, il nous faut aussi afficher notre dynamisme et convaincre nos partenaires, vous l'avez souligné, de notre volonté de rattraper le retard sur les énergies renouvelables. C'est dans cette intention que s'inscrit le pacte vert que vous détaillez, avec un ensemble de mesures qui doivent permettre aux États membres de l'Union d'atteindre la neutralité climatique d'ici 2050.
et aussi regroupés dans le cadre du paquet ajustement à l'objectif 55. Ce rapport met en lumière le retard que la France a pris par rapport à ses partenaires européens dans le développement des énergies renouvelables. Vous concluez en disant que le projet de loi est un texte ambitieux, de nature à nous permettre d'atteindre les objectifs fixés par les textes européens. L'acceptabilité est un élément clé pour la réussite du projet de loi. Vous avez dit que c'est un enjeu fondamental. De quelle manière la France peut-elle, selon vous, s'inspirer de ses voisins européens? Première question. Et en deux, comment rendre plus acceptable le déploiement des énergies renouvelables dans nos territoires? Je vous remercie. Je passe la parole ensuite à Madame Sophie Chikirou pour le groupe NUPS, la France Insoumise. Merci, Madame. Madame la rapporteure, merci. Je suis vraiment désolée d'être arrivée à la fin de votre intervention. J'aurais aimé vous écouter, mais les conditions de circulation à Paris ce matin sont affreuses. Donc, je vais intervenir sur un point de votre rapport et notamment sur la question de l'emploi. Je suis satisfaite du constat que vous faites sur le secteur des énergies renouvelables. Vous dites qu'il aurait pu être à l'origine de 500 000 emplois, 500 000 nouveaux emplois en 2019. Enfin, c'est selon l'Agence internationale de l'énergie, vous le soulignez en tout cas. Et c'est vrai que nous, à la France Insoumise, on défend l'idée d'une planification écologique depuis des années et on explique depuis toujours que l'investissement dans les énergies renouvelables est pourvoyeur d'emplois, de nouveaux emplois. Mais il y a un énorme problème dans notre pays, et je crois que vous l'avez pointé, puisque vous faites des recommandations en ce sens, c'est la question de la formation. Et c'est la question de l'attractivité des métiers et de la formation. Et aujourd'hui, est-ce que vous croyez, et c'est ma première question, est-ce que vous avez pu avoir des éléments qui vous permettent de dire oui, nous sommes sur la bonne voie en termes de formation professionnelle, mais aussi avant en termes d'orientation, de présentation des métiers possibles dans les énergies renouvelables. À quel niveau pourrait-on commencer à ouvrir l'esprit des jeunes à ces métiers-là? Est-ce que vous pensez que oui, on a pris les choses en main? Est-ce que les choses sont prises en main? Est-ce qu'on commence à les prendre en main? Ou est-ce que là aussi, on accuse un retard considérable qu'on va continuer de cumuler dans les prochaines années, alors qu'il y a une réelle nécessité, et tout le monde est d'accord pour le dire, d'accélération de la transition? Voilà, ça c'est vraiment la question que je vous pose, parce qu'on est dans une période où on travaille beaucoup en tant que parlementaire sur ces questions-là. Moi, je participe à la commission d'enquête sur la perte d'indépendance énergétique de la France. On a pu auditionner récemment un ancien dirigeant d'EDF qui nous disait que déjà dans les années 90, la question de la formation, de la préparation des personnels était un problème. Alors, on a le sentiment que depuis plus de 20 ans, peut-être, les gouvernements se passent le sujet les uns après les autres et que finalement, on n'est pas en capacité non plus aujourd'hui, et moi j'ai des doutes sur le projet de loi pour l'accélération des énergies renouvelables, qu'on ne sera pas plus en capacité, après l'adoption de ce projet de loi ou non, d'être prêt et de se préparer, de préparer les Français à ces métiers dans les énergies renouvelables. Voilà, je vous pose cette question pour savoir si vous avez pu avoir des éléments plus poussés là-dessus. Merci, Madame la rapporteure. Merci Madame Chikirou. Je vais passer de suite la parole à Madame Félicie Gérard pour le groupe Apparenté, Horizon Apparenté. Merci. Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chers collègues, le rapport d'information qui nous réunit aujourd'hui revêt un enjeu majeur pour notre pays, notre Union et plus largement notre planète. L'accélération du déploiement des énergies renouvelables est un enjeu de société. La France y prend toute sa part et portera dès la semaine prochaine ce nouveau projet de loi. Je tiens avant tout à souligner la qualité du travail de la rapporteure pour éclairer nos débats. Ce rapport vient préciser les enjeux en les mettant en lien avec nos engagements européens. Ce projet de loi prévoit des adaptations pour accélérer la transition énergétique. Il porte à mon sens 3 enjeux majeurs. Le premier enjeu est évidemment celui de la production d'une énergie décarbonée. Nous voulons sortir des énergies fossiles en les remplaçant par des énergies bas carbone. À ce titre, notre feuille de route reprend à la fois l'importance cruciale et stratégique du nucléaire, comme celle des énergies renouvelables, c'est-à-dire le mix énergétique. Tout cela dans l'atteinte de nos objectifs de souveraineté énergétique et de décarbonation.
Notre stratégie repose sur un effort de sobriété énergétique en réduisant notre consommation de 10% en 2 ans, comme l'a annoncé récemment la Première ministre. Le second enjeu est celui de la souveraineté énergétique, souveraineté française bien sûr, mais plus largement européenne, afin de limiter notre dépendance à l'énergie importée. Je pense au gaz et au pétrole dont nous dépendons encore trop fortement. Ce projet de loi doit donc nous permettre de renforcer les circuits de production européenne d'énergie décarbonée, produite localement et compétitive à l'échelle mondiale. Un enjeu enfin d'innovation en soutenant plus fortement encore le déploiement de nouvelles technologies énergétiques, le biogaz, la biométhanisation, l'hydrogène, technologies énergétiques que nous devrons bien évidemment évaluer et encadrer. Ces 3 piliers sont pleinement consacrés dans le projet de loi, mais sont aussi au centre des politiques européennes. Madame la rapporteure, vous faites référence dans votre rapport au risque que cette loi d'accélération soit déjà obsolète au vu des ambitions rehaussées de la Commission européenne dans le cadre du Pacte vert européen. Quelles seraient, selon vous, les évolutions nécessaires pour mettre en œuvre les nouveaux objectifs européens qui pourraient être entérinés dans la prochaine loi de programmation sur l'énergie ? Je vous remercie. Merci Madame Gérard. Je passe la parole de suite au groupe Renaissance pour Monsieur Denis Masseglia, s'il vous plaît. Merci. Merci Madame la Présidente. Madame la rapporteure, chère Liliana, j'avais pas prévu de prendre la parole, mais j'étais très intéressé par l'ensemble de vos propos et ça m'a posé de nombreuses questions que j'aimerais mettre sur la table. Dans un premier temps, je souhaite à vous remercier, à vous féliciter pour la qualité du travail. Je sais que vous avez eu peu de temps et que vous avez réussi en si peu de temps à faire un travail de très grande qualité. Mais je reste quand même sur ma faim parce qu'en fait, l'énergie en Europe, c'est un sujet qui est extrêmement vaste. Et ma première question, elle est pour vous, mais elle est bien plus large. Ne serait-il pas positif que la Commission des Affaires européennes, peut-être au travers de vous, puisse se saisir du sujet de l'énergie pour avoir un travail tout au long de ce mandat qui est ouvert à nous, pour nous permettre d'avoir un suivi quelque part pendant 5 ans, parce que comme ça a été dit par ma prédécesseur lors de la prise de parole, les choses vont tellement vite qu'il faut pouvoir être toujours à la veille sur les sujets. Donc vraiment, ma première requête, est-ce que la Commission ne pourrait pas se saisir de ce sujet-là et vous laisser travailler pendant 5 ans et nous faire comme ça, peut-être tous les 6 mois, des points d'avancement? Deuxième question, vous avez beaucoup travaillé sur la transition écologique, mais il y a un sujet sur lequel l'Europe doit, à mon avis, travailler, c'est sa capacité à être leader sur la transition écologique, non pas par exemple par l'installation de panneaux photovoltaïques, mais aussi par la production d'outils permettant la production d'énergie verte. Et également par la mise en place de filières de recyclage qui permettraient de pouvoir soit réutiliser, soit recycler l'ensemble des matériaux nécessaires pour la production d'énergie verte. Donc voilà, désolé, des questions extrêmement larges, et d'ailleurs c'est plutôt une vision. Et dernier point, dans cette mission qui pourrait être donnée pendant 5 ans, aussi avoir une vision de la stratégie écologique de nos voisins. Je peux penser à l'Allemagne, par exemple, qui a décidé de mettre 100% en ENR et qui finalement est celle qui produise le plus de CO2. Voilà, quelle est la vision d'Allemagne? Enfin, c'est vraiment avoir peut-être tous les 6 mois un point sur ce qui se passe au niveau de la transition écologique à l'échelle européenne. Merci à vous, au revoir. Merci Monsieur Masseglia. Je passe la parole de suite à Madame Lisiane Lemétayer pour le groupe Renaissance. Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chers collègues, merci beaucoup pour cette présentation qui nous permet vraiment d'y voir plus clair au sujet des articulations entre obligations européennes et politiques publiques nationales. Alors, le président de la République, lors de son discours de Belfort du 10 février, exprimait son souhait de faire de la France, en 30 ans, le premier grand pays du monde à sortir de la dépendance aux énergies fossiles. Cette ambition converge avec les objectifs européens, puisque le pacte vert de la Commission européenne a permis aux États membres de s'engager à atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Elle est également nécessaire au vu des crises énergétiques et climatiques que nous traversons. Le projet de loi que nous examinons cherche à démultiplier les possibilités d'implantation d'infrastructures de production d'énergie renouvelable grâce à l'identification de zones qui pourraient être utilement mobilisées à cette fin. Pour ce qui est de l'éolien, ces mesures sont les bienvenues et permettront de générer des externalités extrêmement positives dans nos territoires, en particulier sur le plan de l'emploi.
Cependant, nous le savons, la majorité de la production liée au photovoltaïque s'effectue sur le continent asiatique. Nous avons laissé passer l'opportunité que représentait un tel marché et aujourd'hui nous le payons cher, puisque nous le payons de notre souveraineté industrielle. Ce projet de loi contribuerait-il, selon vous, à relocaliser les infrastructures de production, notamment de panneaux photovoltaïques sur le territoire national? Je vous remercie. Merci, Madame Le Métayer. Un flot de questions qui vont... on va vous demander quelques réponses. Et j'avais juste une information à vous transmettre, puisque un rapport d'information va être mis en place sur la sécurité énergétique et la réforme du marché de l'énergie par Madame Boyer et Madame Nathalie Oziol. Prochainement, nous aurons plus d'informations conséquentes. Et Madame Tanguy, j'ai bien entendu les questions de nos collègues sur l'anticipation et la prévention. J'ai entendu aussi le besoin d'innovation, d'évaluation parfois, et peut-être aussi une veille et un suivi. Je vous laisse la parole. Merci. Merci Madame la Présidente. Merci à toutes et à tous pour vos questions très pertinentes. Je vais commencer par celle de ma collègue Nicole. Vous m'interrogiez sur la manière dont la France pouvait s'inspirer de ses voisins européens et rendre aussi plus acceptable le déploiement des énergies renouvelables. Alors vous avez tout à fait raison. L'un des principaux obstacles en France dans le déploiement de nouvelles capacités de production, c'est l'acceptabilité auprès des populations et des territoires. Et si la majorité des Français se disent favorables au déploiement des énergies renouvelables, l'opposition des riverains, et on connaît tous ça sur nos territoires, en tous les cas dans les territoires ruraux, empêche la plupart des projets de se réaliser ou, en tous les cas, ça les retarde de manière parfois considérable. Donc aujourd'hui, près de 2/3 des projets d'implantation et d'éoliennes en France seraient contestés devant la justice administrative. Et il n'y a pas de raison pour laquelle la France échouerait, là où l'Allemagne et la Suède ou le Danemark, pour reprendre des exemples que nous avons développés dans notre rapport, ont réussi. Et c'est pourquoi, à la suite des auditions qui ont été menées pour la réalisation de ce rapport d'observation, j'en ai conclu que la production d'énergie renouvelable sera d'autant plus accélérée qu'il y a un engouement, voire une désirabilité pour ce type d'énergie. Alors, il me semble qu'une campagne de communication nationale du ministère de la Transition écologique soulignant les bénéfices et des objectifs du recours aux énergies renouvelables serait alors mis en avant et expliqué à nos concitoyens. Et de même, je pense qu'une réflexion doit être menée au niveau européen pour évaluer les problèmes liés à l'attractivité des projets touchant aux énergies renouvelables. La Commission européenne pourrait être, par exemple, à l'initiative d'études comparatives des politiques énergétiques des États membres. C'est une des recommandations du rapport, lesquelles détermineraient les éléments qui favorisent la réussite et le développement des projets d'énergie renouvelable sur les différents territoires. Ainsi, il serait possible de s'inspirer de bonnes pratiques de nos voisins européens et mettre en pratique celles qui ont fait leurs preuves pour plus d'acceptabilité sur les énergies renouvelables. Et je conclurai sur cette question en disant que si on comprend que de toute façon on a besoin de sortir de la dépendance fossile, de renforcer notre souveraineté et de tenir à l'objectif de l'engagement de l'accord de Paris, eh bien, je pense que ces objectifs seront de nature à ce que l'ensemble des citoyens dans nos territoires acceptent de voir des éoliennes en mer, de voir des éoliennes terrestres, de voir des panneaux photovoltaïques sur des sites qui sont dédiés à cela. Alors, je vais procéder dans l'ordre. Madame Chikirou, vous m'aviez interrogée sur la planification et sur la formation. Alors, c'est effectivement sont des domaines dans lesquels nous devons agir encore plus. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et concernant la planification,
vous me demandiez si on avait approfondi la question. Eh bien, nous avons interrogé M. Payon, qui est conseiller auprès de notre première ministre et qui est secrétaire général en charge de la planification écologique. Et il nous a présenté France Nation Verte, qui vient d'être lancée en octobre dernier et qui doit permettre, avec la création justement de ce secrétariat général qui a une existence toute récente, parce qu'il existe que depuis 3 mois, de pouvoir aller plus en avant sur la question de la planification. Et sur la formation, alors juste pour dire sur la planification, c'est un travail interministériel avec je ne sais plus combien, une vingtaine de chantiers. Et donc c'est un travail colossal, mais le gouvernement à travers ce secrétaire général est en ordre de marche pour pouvoir avoir une réelle planification telle que vous l'appelez de vos voeux. Et nous avons à agir aussi énormément sur la formation initiale et sur la formation continue. Mais sur ces 2 volets, je voudrais quand même vous dire qu'on est en bonne voie. C'était ça votre question. Eh bien, nous sommes en bonne voie. Et sur l'école, il y a effectivement des actions qui vont devoir être menées. Il va falloir agir plus. Et sur la formation continue, il faut que les employés qui sont actuellement dans les secteurs des énergies fossiles se reconvertissent vers des secteurs d'avenir qui sont les énergies renouvelables. Et ça, c'est en cours. Mais je suis d'accord avec vous, il faut mettre l'accent. Donc... mais je pense que les résultats des actions qui sont engagées vont pouvoir porter leurs fruits dans les années à venir, et j'espère le plus rapidement possible, parce qu'effectivement, c'est une question qu'on a sans cesse répétée lors de nos auditions. A-t-on les capacités en matière de volume de main-d'œuvre et de compétences pour répondre aux exigences et aux besoins de cette reconversion de notre économie vers l'économie verte et notamment vers les énergies renouvelables. Concernant la question de Madame Gérard, alors vous avez raison, la loi a été élaborée alors que de nouveaux objectifs n'ont même pas encore été publiés. Et nous avons en tête l'objectif des 40%, mais on nous a expliqué que ça pourrait être 45%. L'ambition européenne, c'est 45%. Donc, il a fallu qu'on rédige ce rapport sans avoir une certitude sur l'objectif visé. Et pour y parvenir, nous avons j'ai formulé avec l'aide de monsieur l'administrateur plusieurs recommandations. Alors sur l'acceptabilité, c'est ce que je viens d'expliquer. J'ai aussi mentionné parmi les recommandations celle de peut-être prévoir une convention citoyenne sur les énergies renouvelables précisément. Parce que c'est ce que nous avons fait pour la loi climat et résilience, et dont j'ai été également rapporteur pour observation dans mon précédent mandat. Et c'est quand même une initiative unique française, qui a été saluée d'ailleurs par nos partenaires européens, et qui a permis quand même de donner la possibilité aux citoyens de s'exprimer, donner leurs propositions. Et donc je me dis que de réitérer cet exercice serait peut-être une bonne chose. Il y a également, pour essayer d'atteindre cet objectif, la nécessité d'étendre les zones propices à l'accueil d'équipements d'énergie renouvelable, que ce soit des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques. Et donc là-dessus, il faut vraiment qu'on soit très volontariste. C'est la raison pour laquelle la loi qu'on va examiner, le projet de loi qu'on examinera en séance la semaine prochaine, prévoit justement de bien définir ces zones propices sur lesquelles on aura eu une concertation en amont, parce que ça, c'est vraiment
un facteur clé de succès pour pouvoir emporter l'adhésion de la population, c'est que les concertations aient lieu en amont et effectivement aussi que les procédures administratives soient simplifiées. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on constate chez nos voisins, par exemple au Danemark ou en Suède, c'est que ils sont très en avance sur les énergies renouvelables. Et en regardant de plus près, on s'est rendu compte que c'est aussi parce que eux se sont organisés de façon à ce qu'il y ait une concertation préalable. Et de ce fait, quand il y a un projet de territoire, par exemple, et que les procédures sont accélérées, eh bien les choses se déploient plus rapidement. Concernant les autres énergies, parce que là, ce projet de loi vise essentiellement les éoliennes et puis les photovoltaïques, mais la France est un petit peu à la traîne concernant les autres énergies renouvelables, et je pense en particulier aux pompes à chaleur. Et moi, personnellement, je mets en avant la géothermie. Je fais une recommandation là-dessus parce que je suis... personnellement, je chauffe ma maison avec un système géothermique depuis maintenant, ça va bientôt faire plus de 15 ans. Oui. Et je peux vous dire que... Enfin, je fais une petite parenthèse, une expérience personnelle, c'est qu'il y a 15 ans, c'était compliqué d'imposer ça aux constructeurs de maisons parce qu'ils avaient tendance tout le temps à vouloir vendre des chaudières à fioul, etc. Et moi, j'ai dû insister lourdement pour qu'on m'installe un système géothermie de surface. Et donc, moi, je crois vraiment à ce système qui est fortement déployé dans d'autres pays comme la Suède ou l'Allemagne. Et donc, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut se tourner vers les pompes à chaleur, mais aussi les pompes à chaleur air, comme il en existe beaucoup, qui sont un peu plus abordables. Et c'est la raison pour laquelle je pense que sur la géothermie, il faut peut-être que MaPrimeRénov' puisse l'intégrer de manière plus volontariste. Et enfin, pour répondre à votre question, est-ce que ça sera suffisant ? Il faut bien avoir à l'esprit que ce projet de loi sur les énergies renouvelables, sur l'accélération, c'est un premier pilier de notre stratégie énergétique nationale. Et je pense que il faudra le compléter, et c'est d'ailleurs ce qui est prévu, ce que le gouvernement souhaite faire, par un deuxième pilier qui est celui qui visera à accélérer la construction de nouvelles installations nucléaires. Parce qu'il ne faut pas oublier que notre mix énergétique, mix électrique, a cette caractéristique française donc avoir une part importante de nucléaire. Mais notre mix énergétique, lui, est un peu faible en matière d'énergie renouvelable. Donc il va falloir accélérer sur les deux. Et enfin, le troisième pilier qui permettra, je l'espère, et je pense que c'est tout à fait, j'allais dire, réaliste, d'atteindre l'objectif qui nous sera donc fixé à l'échelle européenne, c'est que l'on puisse enfin prendre une loi de programmation énergie-climat, qui sera en fait une première, puisque nous n'avions pas encore de projet de loi de programmation énergie-climat, et qui devrait être donc présenté dans le courant de 2023. Alors, la question suivante, c'était Monsieur Massiglia. Cher Denis, merci d'être resté. Je sais que il y a quelques scrutins publics qui s'annoncent, mais alors le président n'était pas là. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, ça va. Et Monsieur Massiglia, il a fait une suggestion que je vais redire ici. C'est qu'il estime qu'il serait bon pour notre commission des affaires européennes qu'on réitère en fait l'exercice d'interroger en fait nos actions en faveur des énergies renouvelables et du climat, de ce que l'on met en place pour faire face au changement climatique de manière récurrente au sein de notre commission pendant tout le mandat. Selon une périodicité à définir. Donc, effectivement, cette décision relève du président
Et donc, peut-être qu'il voudra s'exprimer là-dessus. Et concernant la question de la production d'équipements pour atteindre donc cette neutralité carbone, eh bien, c'est précisément l'objectif que nous a assigné, que le président de la République a assigné à la France, qui est celui de la réindustrialisation et donc la relocalisation des industries en faveur de la production d'équipements d'énergie renouvelable est au cœur en fait également de notre stratégie énergétique. Et vous citiez aussi les bonnes pratiques, enfin les initiatives et les expériences de nos partenaires européens. Et vous citiez l'Allemagne, et effectivement, l'Allemagne, elle émet pas mal de CO2 parce qu'elle a encore beaucoup d'exploitation du charbon, mais elle est aussi un pays qui agit énormément en matière d'énergie renouvelable, puisque ils ont décidé, nos amis allemands, de faire en sorte qu'il y ait 2% du territoire de l'Allemagne qui soit alloué à des équipements d'éoliennes. Et nous avons également le cas du Danemark, que moi je mets en avant aussi beaucoup, parce que je trouve qu'ils sont exemplaires. Ils ont quand même 47% de leur électricité qui vient de l'éolien. Et ça, c'est un record mondial. Et donc, nous qui visons en fait 50 parcs éoliens en mer, donc à horizon 2050, nous avons beaucoup de chemin à parcourir. Mais justement, ce projet de loi fixe le cadre dans lequel nous allons y parvenir. Et il y avait donc une dernière question, ou pas, je me souviens. Ah si, pardon. Madame le métayer, chère Lisiane, c'est au sujet des panneaux photovoltaïques. Alors effectivement, le projet de loi devrait permettre de produire davantage de panneaux en France, puisqu'il vise à étendre la couverture photovoltaïque en libérant du foncier. Et cela permettra d'encourager les investissements. Et donc, il y a aussi d'autres initiatives françaises et européennes qui visent à rattraper le retard concernant le solaire, comme le programme France 2030, qui soutient les investissements publics à hauteur de 400 millions d'euros pour les énergies renouvelables. Et le plan de relance français consacre également 200 millions d'euros au développement de la production de l'énergie solaire. Donc, en octobre 2022, la Première ministre a par ailleurs présenté le plan France Nation Verte, que j'ai mentionné tout à l'heure, qui doit nous permettre de mieux planifier la transition écologique. Et ce projet de loi qui va permettre de concilier... Enfin, ce projet-là, concilié à d'autres initiatives, doit permettre d'accroître la part des panneaux solaires produits en France et en Europe. Et d'ailleurs... je redis là que j'ai déposé un amendement pour pouvoir déployer des panneaux solaires sur certaines friches dans nos territoires ruraux, notamment sur d'anciennes décharges ou des périmètres de captage d'eau, où de toute façon il n'y aura pas de culture, il n'y aura pas d'exploitation agricole, ni d'exploitation industrielle. Donc autant y mettre des panneaux photovoltaïques. Dans le même sens, justement, j'ai déposé un amendement pour pouvoir déposer du photovoltaïque dans des stations d'épuration en zone littorale, ce qui n'est pas autorisé en zone littorale, mais on pourrait avoir une dérogation justement pour aller dans ce sens. Oui, c'est exactement ça, parce que nous qui sommes dans des territoires littoraux et dont certaines communes sont soumises à la loi littorale, on a la double contrainte, mais ce qui est vertueux quand même, parce que ça permet de préserver nos côtes. Hein. Mais c'est effectivement d'avoir une dérogation, mais bien sûr, après avoir examiné la conformité aux contraintes environnementales. Très bien. Merci beaucoup pour ce travail et ce rapport. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je vous propose qu'on en reste là. Vous aurez l'occasion de vous exprimer le 5 novembre en séance
public le 5 décembre. C'est écrit. Au nom de la Commission, il nous reste à procéder à la nomination d'un rapporteur sur la proposition de résolution européenne d'Olivier Marleix et de Pierre-Henri Dumont et de plusieurs de leurs collègues visant à faire respecter le droit international dans le secours des migrants. Je suis saisi de la candidature de Pierre-Henri Dumont, donc il est nommé sans opposition de votre part. Et par ailleurs, j'en reviens au point précédent. Est-ce que la Commission est d'accord pour autoriser le dépôt du rapport d'information en vue de sa publication? Le rapport de Madame Tanguy. Pas d'opposition, alors il sera publié. Prochaine réunion, mercredi 7 décembre à 13h45 sur la liberté des médias, examen du rapport d'information et d'une proposition de résolution européenne sur le même sujet. Merci beaucoup.